Bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre webinaire Comment se préparer à participer au programme Horizon Europe. Ce webinaire a été organisé avec la participation de la région Hauts-de-France, l'Agence régionale d'innovation HDFiD, l'UTC, le CNRS et l'UPHF. Je suis Louise Vigneault et je travaille à la direction Europe de la région Hauts-de-France. Ce webinaire a également été organisé en partenariat avec les membres du Réseau européen régional d'innovation, le RERI. Donc vous voyez la plupart des logos s'afficher sur cette diapo et que l'on remercie chaleureusement pour cette co-organisation et pour avoir diffusé notamment également le webinaire. Comme vous le savez, ce webinaire se situe dans un parcours de webinaire qui est constitué de 3 profils, check-in, boarding et take-off. Nous sommes ici dans le parcours check-in qui est à destination des primo-déposants, c'est-à-dire des personnes qui ne connaissent vraiment pas bien Horizon Europe ni son prédécesseur Horizon 2020, qui en ont peut-être déjà entendu parler ou qui ont entendu parler d'autres programmes européens comme les Interreg ou les FEDER par exemple, mais voilà, qui ne sont pas du tout experts de ce programme-là. Il y a eu un premier webinaire le 8 décembre, pourquoi vous lancer dans les projets européens, et nous sommes ici dans le deuxième webinaire de ce parcours, comment se préparer aux projets européens. Vous pourrez retrouver le replay du premier webinaire, donc vous voyez le lien sur la présentation. Un petit rappel de ce premier webinaire, on s'est vraiment posé la question du pourquoi et on en est venu à plusieurs conclusions. Des subventions attractives, on est à entre 70 et 100% de subventions pour beaucoup d'appels à projets. Partager les risques d'un projet ambitieux, développer son réseau, enrichir un projet qu'on aura en interne d'expertise nouvelle, gagner en expérience, devancer ses concurrents, être reconnu au niveau international et puis contribuer au bien commun. Alors, le webinaire d'aujourd'hui ne va pas être dédié à une présentation détaillée du programme Horizon Europe. Nous sommes plus sur un webinaire méthodologique. Cependant, on vous met quelques liens. Le premier lien, c'est vers le webinaire d'introduction au programme qui dure 1 heure. Donc, on ne rentre pas dans le détail de ce programme dans ce webinaire-là, mais ça permet de bien comprendre de quoi il retourne. Et on vous invite également à prendre connaissance, si vous ne l'avez pas fait, de l'événement de lancement du programme, qui est un replay de 3 fois 1 heure et qui vous permettra de connaître vraiment le programme dans les détails. Un petit rappel de la structure globale du programme Horizon Europe, je ne m'attarderai pas dessus maintenant. Et un petit rappel également de la typologie des projets qui sont financés dans le cadre de ce programme. On parle de projets de grande envergure en termes de budget, mais également avec un nombre conséquent de partenaires et une variété importante de partenaires. Des organisations, ça peut être des startups, des entreprises, des collectivités, etc. Dans un grand nombre de domaines et de disciplines représentées. Ces projets peuvent développer en fonction de l'appel à projet qui est visé, de la recherche fondamentale, des pilotes, des projets de démonstration, mais aussi potentiellement le scale-up d'entreprises européennes qui ont des solutions disruptives. Et ces projets, alors là c'est vraiment pour tous les appels, doivent répondre aux attentes fortes de la Commission européenne, que sont, dans ces attentes transversales, un impact fort et visible et quantifiable auprès des citoyens européens, mais également une réplicabilité des projets et une possibilité d'extension des projets au-delà des frontières géographiques et temporelles du projet, en quelque sorte. Le programme du webinaire d'aujourd'hui, on va commencer par une première partie qui s'appelle « À savoir avant de se lancer ». Si je puis dire, c'est un peu une préparation de préparation. C'est vraiment les choses, les questions à se poser avant de se lancer. Ensuite, on verra quelques points importants de la préparation à ce programme. Et on verra dans une troisième partie les moyens de se faire aider. Et bien sûr, nous dédierons 10 minutes à une session de questions-réponses. En ce qui concerne les modalités techniques de ce webinaire, sachez que vous pouvez poser vos questions en direct dans l'onglet « Questions ». On vous demandera de n'utiliser que cet onglet et de ne pas poser vos questions dans l'onglet « Chat », s'il vous plaît. Vous pouvez discuter entre vous dans l'onglet « Chat ». Les questions, vous pouvez voter pour celles que vous trouvez particulièrement intéressantes.
intéressantes. Ça nous permettra de voir un petit peu quelles sont les questions les plus importantes. Nous allons vous solliciter également pour un certain nombre de sondages tout au long de ce webinaire, et on commencera d'ailleurs juste après. Et sachez également, pour répondre déjà, anticiper peut-être les questions, la vidéo et la présentation qui vous sont présentées aujourd'hui vous seront envoyées et seront accessibles. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vous propose de commencer avec le premier sondage. Vous voyez qu'il s'affiche en fait sur votre écran, mais je vous invite à aller dans l'onglet sondage qui est à droite de votre écran. Il y a une partie chat, questions et un onglet sondage. Je vous invite à aller répondre directement à la question. Est-ce que vous avez déjà participé à un projet européen Horizon 2020, qui est le prédécesseur d'Horizon Europe de 2014 à 2020? Oui, en tant que coordinateur. Oui, en tant que partenaire. Oui, mais c'était il y a bien longtemps. Les programmes avant H2020, FP7, FP6. Non pas Horizon 2020, mais d'autres programmes européens, comme les Interreg, Eureka, COST, les FEDER, etc. Non pas encore. Non, mais je suis dans des projets collaboratifs régionaux, nationaux. Je vous laisse encore vraiment quelques secondes pour répondre. Alors, je vois que pour l'instant, pour la plupart des personnes, on est sur un profil effectivement non pas encore. D'accord, très bien. Ok. Ok, ok. Donc on est effectivement sur. Vous êtes au bon endroit. Ce webinaire étant destiné notamment effectivement à des primo-déposants en priorité. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas apprendre des choses pour les autres profils. Et je laisse la parole à mes collègues pour la première partie. Merci beaucoup, Louise. Bonjour à tous. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il me manque une question dans le sondage, non pas encore, mais projets régionaux. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de réponse forcément sur cette partie. Donc on va aborder là, premièrement avant en fait d'aller sur un partenariat européen, les bonnes questions en fait à se poser. Un peu vous montrer le cycle de vie d'un projet européen, en fait, comment ça se passe concrètement de l'idée jusqu'au montage du projet, de la soumission du projet européen, et le positionnement que vous pourriez avoir plutôt au partenaire ou coordinateur. Donc, dans les premières questions à se poser, là, c'est vraiment, on a appelé ça un autodiac, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez faire vraiment de votre côté, dans votre organisation. Vous posez les questions sur votre organisation, votre projet, à quel stade de développement suis-je aujourd'hui? Quelle est mon ambition? Est-ce que c'est une ambition régionale, nationale ou européenne? À quelle échéance je souhaite le démarrer ou le terminer? C'est important le timing, parce que les projets européens ont un timing quand même particulier. Ai-je mené une étude de l'environnement scientifique, technique, concurrentiel, en fait, avant, ce qu'on appelle l'état de l'art? Quelles sont un peu mes technologies, mes expertises, mes solutions, et est-ce qu'elles sont différenciantes au niveau européen? Est-ce que j'ai déjà le bon réseau? Est-ce que j'ai déjà des contacts en fait avec des partenaires à l'étranger? Est-ce que je suis prêt aussi à m'entourer de ces partenaires européens, évidemment? Si on n'a pas envie du tout de collaborer, ça va être plus compliqué. Et aussi des questions sur son équipe, faire un peu l'autodiagnostic. Est-ce qu'il y a des personnes qui parlent en anglais, à qui on va pouvoir déléguer certaines tâches sur le projet? Est-ce qu'on a l'expérience de projets collaboratifs, même régional ou national? C'est déjà intéressant pour ce type de projet. Et est-ce qu'on est en capacité aussi de gérer de nouveaux projets? Donc, pour ce faire, là, vous pouvez vous poser les questions un petit peu dans votre organisation. On avait fait un webinaire spécifiquement là-dessus le 15 octobre. Je ne sais pas si vous étiez déjà dans la boucle, hein, sinon vous avez le replay où on a vraiment posé les questions par question et on a fait vraiment l'analyse de ces différentes questions. Et depuis, on a mis en ligne, spécialement pour les entreprises, un outil simple et gratuit, en fait, d'autodiagnostic gamifié, qu'on appelle. Donc, en fait, ça ressemble à une mission financement européen. Vous partez pour la mission et vous regardez un petit peu avant si vous avez les bons objectifs, le bon équipement, les connaissances un petit peu sur ces programmes. Et en fonction de ça, vous avez un résultat qui vous explique si vous êtes prêt à partir tout de suite ou s'il faut encore se préparer un petit peu avant, ce qu'on fait un petit peu aujourd'hui. Stéphanie. Bonjour, donc là, après cet autodiagnostic qui rentre donc bien dans la phase de réflexion, on va appeler ça une phase de maturation, de réflexion. En gros, on va passer de l'idée au projet. Donc, on vérifie la faisabilité du projet comme l'expliquait Émilie. Et également, on peut veiller à des appels à projets pour trouver le financement qui correspond à votre idée de projet en face.
Une fois que tout ça c'est fait, on rentre en phase de rédaction du projet, donc deuxième phase du cycle de vie du projet, où là, bien entendu, il va falloir définir le projet en lui-même, mais également planifier toutes les tâches, tous les travaux qui vont être faits au cours de ce projet. Évidemment, cette phase de rédaction peut prendre plusieurs mois, puisqu'il faut trouver les bons partenaires, il faut répondre aux attentes de la Commission européenne, donc lire tous les documents en parallèle. Et donc, une fois qu'on a soumis ce projet, on le soumet donc auprès du financeur et on attend le retour de l'évaluation faite par les experts. Cette évaluation peut prendre jusqu'à 5 mois. En tout cas, pour le programme Horizon 2020, c'était ça, la phase d'évaluation. Et là, cette phase d'évaluation conduit à une réponse positive, donc on verra ensuite les autres parties du cycle de vie du projet, ou une réponse négative. Cette réponse négative n'est pas un échec en soi. Il faut prendre en considération les remarques des experts et pourquoi pas resoumettre le projet en tenant compte de ces remarques ou réorienter votre projet en un autre projet qui pourra lui-même être soumis à un appel à projet. Si la réponse est positive au retour de l'expertise des évaluateurs, on rentre en phase de négociation, donc la défense du projet, auprès du financeur. Et là, ça peut prendre jusqu'à 3 mois. Et une fois que cette phase de négociation est terminée, on signe la convention de subvention, qu'on appelle aussi Grant Agreement, avec la Commission européenne. Et là, c'est le feu vert pour démarrer le projet. Souvent, il y a généralement un meeting de lancement qu'on appelle dans le jargon le kick-off meeting. Et donc là, les travaux vont pouvoir démarrer. Et évidemment, toute la phase de réalisation du projet, il y a des contrôles réguliers par le financeur, ne serait-ce que par des livrables, des rapports financiers, des rapports scientifiques, etc. Et tout cela conduit à la clôture, au final, du projet. Et tout au long du projet, vous avez des résultats que vous obtenez. Et ces résultats, ils peuvent être valorisés, évidemment, tout au long du projet, que ce soit par des publications, des dépôts de brevets, etc. Donc ça, évidemment, vous pouvez être accompagné pour ça. Et un résultat en soi issu du projet peut aussi être le démarrage d'une idée pour un autre projet. Donc, on repart dans ces cas-là sur un cycle de projet. Donc, voilà. Et quand on est acteur d'un projet européen, on peut avoir 2 rôles. Vous pouvez avoir un rôle en tant que partenaire. Donc, pour être partenaire d'un projet, mais ça, on parle des projets européens, mais ce cycle de vie ou ces rôles-là, vous pouvez les avoir aussi pour un projet régional, national, etc. Donc là, il faut vraiment établir vos expertises et vos compétences. Donc, les lister, mais savoir aussi les communiquer, de façon à pouvoir intégrer un consortium, soit en répondant à un appel d'offres, soit être appelé par un coordinateur pour intégrer ce consortium du fait de vos expertises. Et là, vous rentrez dans ces cas-là en phase de montage de l'appel à projet auprès du coordinateur et de l'ensemble du consortium. Après, quand vous aurez plus d'expérience, vous pouvez être vous-même coordinateur d'un projet européen. Et dans ces cas-là, vous avez l'idée avec votre noyau de partenaires d'un projet et donc vous cherchez ce financement pour répondre à un appel à projet et au besoin, il peut manquer des partenaires pour compléter les expertises nécessaires au projet et donc faire une recherche de partenariat. Donc voilà les 2 rôles que vous pouvez avoir, partenaire ou coordinateur. Merci beaucoup Stéphanie. On va passer à la deuxième partie. Donc, on va vraiment se lancer finalement dans comment se préparer à ce nouveau programme. Alors, je vais commencer avec le premier point, qui est finalement où trouver la bonne information. Alors, c'est une grande question et ce que je peux vous dire ici, c'est que en ce qui concerne le programme Horizon Europe, si vous avez pu déjà voir un certain nombre de nos webinaires, etc., ben, il existe beaucoup d'informations, beaucoup d'appels à projets, beaucoup d'interlocuteurs, etc. Donc, le premier conseil que nous, on peut vous donner, c'est ne restez pas seul et soyez accompagnés. Parce que il y a des gens, des personnes dans vos entourages, local, national ou européen, dont c'est le métier de connaître ce programme et de savoir vous orienter. Donc le premier réflexe,
Vous pouvez bien sûr faire une veille, bien entendu, informationnelle. On vous montrera un petit peu après ce qu'il est possible de faire. Mais vraiment, le premier réflexe, c'est d'être accompagné. Et vraiment le tout premier, c'est au niveau local ou régional, c'est de contacter votre référent Europe dans votre structure. Alors, ça peut vous paraître un lieu commun en quelque sorte, mais on se rend compte de par nos expériences et les accompagnements qu'on peut mener que c'est pas toujours le premier réflexe, ni toujours le cas. Donc, on vous invite vraiment à le faire. Donc, ça peut être donc pour les universités, la cellule recherche ou valorisation de votre université. Si vous êtes une entreprise, peut-être que vous faites partie d'un pôle ou d'un cluster. Dans ce cas-là, on vous invite à prendre contact avec un ou les chargés de projet. Voilà. Et si vous ne savez pas forcément quel est le contact de proximité pour vous en ce qui concerne donc tous les sujets européens, on vous met une adresse ici HDFID qui vous permet voilà d'avoir un premier rendez-vous, une première orientation. Donc ça c'est vraiment au niveau local et régional. Au niveau national, il existe pour le programme. Il existait pour Horizon 2020, il existera pour Horizon Europe, un système de points de contact nationaux que je vais vous présenter juste après, donc je ne vais pas m'attarder dessus là maintenant. Et au niveau européen également, il y a éventuellement des contacts à prendre. Ces contacts sont notamment de suivre les publications, les newsletters, les position papers, les roadmaps des plateformes technologiques et des associations européennes de votre domaine. Alors, pour pouvoir les identifier, ce qu'on vous invite à faire, et ce qui n'est pas toujours un réflexe qui est pris, c'est de prendre contact avec vos représentants à Bruxelles si vous en avez. Sinon, sachez qu'au niveau de la région Hauts-de-France, nous avons une mission auprès de l'Union européenne dont c'est justement le métier qui travaille sur tous les sujets notamment d'influence, de veille sur les plateformes, les associations, etc. et qui saura très bien vous renseigner à ce sujet. Alors, je vais passer tout de suite donc à l'explication des points de contact nationaux. Les points de contact nationaux, en fait, ce sont des interlocuteurs qui sont français, répartis sur tout le territoire, qui viennent de ministères, de centres de recherche, de pôles, d'universités, qui suivent en fait la préparation des appels à projets. Donc, ils savent lire entre les lignes par thématique ou par pilier. C'est-à-dire que vous avez par exemple un PCN énergie propre, sûre et efficace, qui est composé d'une quinzaine de Français à peu près qui pourront répondre à vos questions. Vous avez un PCN qui s'appelle PME. Vous avez un PCN environnement. Enfin voilà, vous avez un certain nombre de PCN français qui sont experts de ces thématiques, de ces piliers-là du programme et qui pourront vous renseigner. Ce sont un peu les relais du programme au niveau européen vers les acteurs français. Ils vous aident à valider la pertinence d'y aller ou pas et comment vous positionner. Ils peuvent vous challenger par rapport à votre idée, à votre projet et à l'adéquation avec l'appel à projet. Et puis, ils connaissent aussi certains projets en cours de montage. Donc, ils peuvent aussi éventuellement vous mettre en réseau. Et ils peuvent vous identifier comme une brique potentielle d'un projet qui est en cours de montage et qui aurait besoin de vos compétences. Je vous ai mis le petit lien vers le portail de la liste de tous les PCN français. Voilà, sachez que le dispositif et leur composition vont un petit peu évoluer avec le nouveau programme, mais le principe restera le même. Je vous ai mis également quelques liens utiles. Vous avez vraiment, ce sont des liens un peu classiques, on va dire. Le portail d'information avec les appels à projets européens. Un tableau qui est un peu un focus de ce portail avec les appels, mais qui sont ouverts en cours. Vous avez également un lien vers le portail des projets en cours ou terminés, dans le cadre de H2020, le prédécesseur d'Horizon Europe, ou même avant, si vous voulez faire une petite veille, voir un petit peu les projets européens qui sont en cours en lien avec vos thématiques. Et vous avez également le lien vers le portail français du programme Horizon 2020, Horizon Europe, qui vous permettra d'avoir un maximum d'informations. Il y a une newsletter, etc. On vous invite aussi à vous abonner à des newsletters thématiques et à vous inscrire à des journées d'information, que ce soit en région, au niveau français ou à Bruxelles. Ce qu'on peut vous dire aussi par rapport à tout ça, c'est que
on peut être un petit peu perdu face à ces... je m'entends en écho. Voilà, merci. On peut être un peu perdu face à ces différentes plateformes, ces différents sites. Donc, encore une fois, le grand message d'aujourd'hui, c'est contactez-nous, ne restez pas voilà, tout seul. On pourra vous aider, on a l'habitude d'utiliser ce genre d'outils. Donc, n'hésitez vraiment surtout pas. Et je passe la parole à ma collègue. Bonjour, Alexandra Goultier-Gauche. Je suis chargée des contrats de recherche à l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Alors, Horizon Europe est un programme cadre de l'Union européenne qui résulte des négociations entre politiques, donc les dirigeants des pays de l'Union européenne et les membres du Parlement européen, et des chercheurs. Et c'est ainsi que le résultat de ces négociations qui se concrétisent par les appels à propositions qui sont ouverts et concurrentiels, qui sont publiés par la Commission européenne. Alors, le programme Horizon européen est plein d'opportunités à saisir pour tous les domaines de recherche et tout type de projet, à condition d'en bien comprendre la logique. Afin d'opter pour tel ou tel appel à projet Horizon Europe, dans votre domaine d'activité, d'expertise, ou si vous souhaitez monter un projet collaboratif, n'hésitez pas à prendre vraiment connaissance des textes des appels à proposition. C'est crucial au fait de savoir les décrypter. Alors, où se trouvent déjà tous les appels? Vous pouvez les retrouver sur le portail du participant. Donc, c'est regroupé dans les programmes de travail, donc par programme, qui sont publiés pour 2 ans généralement. Ça peut être 1 an aussi. Donc, dans les programmes de travail, vous retrouvez l'école. Alors, l'école, c'est effectivement des appels. Par contre, attention à les différencier des topics. C'est-à-dire que les programmes de travail sont divisés en appels, calls, qui sont eux-mêmes divisés en sujets topics. Et c'est en répondant aux topics qu'on monte un projet de recherche. Donc, comme vous savez, probablement, Horizon Europe est entré en vigueur le 1er janvier dernier. Les premiers appels devraient être publiés d'ici mi-avril. Par contre, en attendant, vous avez toujours la possibilité de consulter les drafts des appels en vous rapprochant de vos structures d'accompagnement. Et une autre chose aussi à prendre en compte, c'est le calendrier des appels. C'est-à-dire qu'entre le temps de votre dépôt, la deadline, et le temps d'acceptation du projet, il s'écoule généralement 8 mois. Voilà. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Alors, au niveau du structure d'un topic, le topic se compose de 4 parties principales qui définissent les attentes spécifiques de l'appel à proposition pour financer les activités ciblées que doivent produire des impacts attendus par la Commission. Alors, donc, vous voyez Alors, la première partie, le défi spécifique. Alors, le défi spécifique, il définit le contexte et les raisons d'être du sujet, du topic. Ensuite, le scope, le périmètre de l'appel, qui définit le cadre de la recherche ou de l'action et indique également la fourchette budgétaire pour ce topic. Alors, troisième partie, c'est la partie sur l'impact attendu. Donc, il s'agit des retombées attendues de votre projet sur l'économie, sur la société et sur les politiques européennes. Donc, il faut savoir se projeter. Alors, c'est une partie assez importante, en fait, dans chaque proposition. Et alors, la quatrième partie, c'est la partie sur les types d'actions. Donc, il s'agit donc soit des actions de recherche d'innovation, soit des actions d'innovation, ou alors des actions de coordination et support. C'est notamment cette partie-là, c'est le type d'action qui indique le niveau de TRL attendu pour votre projet. Alors, qu'est-ce que c'est le TRL? Donc, Technology Readiness Level, c'est une notion qui a été introduite par Stan Sedin dans les années 80 de la NASA. Alors, et c'est un système de mesures employé pour évaluer le niveau de maturité d'une technologie selon les critères techniques. Alors, cette échelle comporte 9 niveaux, donc de 1 le plus faible à 9 le plus fort. Plus le niveau est haut, plus la technologie est sécurisée pour une approche marché en tant que produit. En fait, les TRL aident à la prise de décision en matière de développement et de transfert d'une technologie. Quels sont les avantages? Ça fournit une compréhension commune de l'état d'une technologie, ça permet une gestion de risque, ça permet de gérer également le temps, les coûts et les moyens à déployer pour rendre la technologie applicable. Voilà. Classiquement, alors dans nos laboratoires de recherche, le niveau de TRL de nos projets relève de 1 à 4. Alors, la collaboration des entreprises, c'est plutôt justement le niveau de 7 à 9.
Le gap entre les deux, en fait, entre le niveau 4 et 7, souvent est appelé la vallée de la mort. Donc, c'est notamment là où se trouvent les projets collaboratifs. Alors, aujourd'hui, effectivement, l'accès à la plupart des guichets de financement, de recherche, d'innovation ou de transfert de technologie dépend du niveau TRL de la technologie objet de votre projet. Alors, c'est vrai que ces niveaux-là, en fait, le niveau de TRL attendu sera directement indiqué dans les programmes de travail de référence. Si vous avez un doute, vous pouvez contacter nos homologues ou nous contacter directement. On saura vous orienter au mieux pour les guichets les plus appropriés à votre projet. Merci. Je passe la parole. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on peut dire également finalement en termes de préparation, avant même la sortie des appels à projets, hein, on entend bien, c'est déjà, parce que de toute façon, ce travail-là, il va vous être demandé dans tous les cas, si vous souhaitez participer à un projet européen. C'est vrai que nous, on cible plutôt une participation pour vous en tant que partenaire étant primo, mais peut-être que certains souhaiteront aussi être coordinateurs d'un projet, hein. Mais ce que vous pouvez déjà faire pour vous préparer en amont à la sortie des appels à projets, c'est de savoir, de mettre sur le papier et en anglais, ça peut être fait en français dans un premier temps et ensuite en anglais, les compétences et les expériences que vous pouvez mettre en avant pour votre participation en tant que partenaire dans un projet européen Horizon Europe. Et je m'explique. Ça peut être par exemple de faire un état des lieux de votre expérience de projet collaboratif, que ce soit européen, français ou régionaux, hein, même d'ailleurs, de projets de recherche, d'innovation, de démonstrateurs. Peut-être que vous avez piloté ou été partenaire majeur d'un projet multipartenaire où il y avait une grande diversité d'acteurs, ce genre de choses. Voilà, ça c'est typiquement le genre de choses qu'on peut tout à fait mettre en avant, qu'il faut mettre sur le papier, voilà, avec un petit descriptif, etc. De réfléchir aussi en interne, ça rejoint un petit peu l'autodiag qu'on vous proposait au début, qui est vraiment à faire, alors là, vraiment, avant même de considérer participer au programme Horizon Europe. Mais c'est aussi de savoir quelles sont vos compétences clés, quels sont les outils que vous pouvez mettre à disposition dans le cadre d'un projet, vos savoir-faire, est-ce qu'il y a des réalisations particulières marquantes que vous pouvez mettre en avant, des technologies, ce genre de choses. Je fais un petit focus pour les pôles, notamment sur les compétences. C'est pas seulement des compétences techniques ou technologiques, hein. Ça peut être aussi, par exemple, des compétences en termes de vulgarisation, de communication, de dissémination. Voilà, si vous l'avez déjà fait dans un autre projet ou un autre programme, etc., ça peut être très intéressant de le savoir. Et aussi de faire un état des lieux de votre réseau. Ça peut paraître un peu bateau aussi, mais sincèrement, quand on prend un peu le temps et qu'on débriefe avec son équipe, on se rend compte qu'en fait, on a déjà en fait un réseau, que ce soit un réseau européen, français ou régional. Et ça aussi, c'est très important pour finalement qu'un coordinateur qui est en train de monter un projet, qu'il soit espagnol, italien ou français, hein, sache aussi finalement le poids entre guillemets que vous pouvez avoir. C'est-à-dire par exemple, si vous êtes partenaire du projet, qu'il y a des résultats, si vous avez un réseau qui est très important, ça permet aussi de justifier du transfert de ces résultats, de la diffusion de ces résultats à un maximum de personnes, de structures, même à votre niveau. Donc voilà, c'est un petit travail qui prend, mine de rien, qui peut prendre un petit peu de temps. On peut aussi vous accompagner là-dedans, mais c'est plutôt quelque chose à faire déjà, ou en tout cas un premier jet de votre côté, parce que voilà, la question en filigrane, c'est dans quel domaine vous êtes le champion et le partenaire à avoir dans son consortium, parce que ce qu'on rappelle, c'est que Horizon Europe finance l'excellence et les meilleurs, c'est une compétition. C'est pas le cas de tous les programmes, de tous les types de programmes européens. C'est pas toujours là-dessus qu'on va forcément juger un projet. Ici, c'est l'axe qui est donné, c'est la stratégie du programme. Une fois que vous avez mis sur le papier, bon, c'est bien beau, j'ai envie de dire, mais à ce stade-là, il faut le faire savoir. C'est-à-dire,
Là, on peut vous accompagner notamment via EEN et HDFID. On peut vous aider à rédiger un profil de compétences diffusé auprès de futurs coordinateurs via différents canaux que je vous détaille pas ici, hein, c'est pas l'objet. C'est à nous de vous accompagner là-dedans. Mais en tout cas, sachez que ça peut être diffusé et que vous pouvez être ensuite contacté via ces différents canaux pour être partenaire d'un projet. Pour cela, moi, je vous invite aussi à vous inscrire au webinaire du 16 mars, qui est spécialement en fait dédié à la recherche de partenaires, qui permettra de rentrer dans ce sujet un peu plus en détail. J'enchaîne sur le deuxième sondage de ce webinaire. Donc, je vous invite, comme tout à l'heure, à aller dans l'onglet sondage sur le côté droit de votre écran, à côté de questions de chat, etc. Alors, la question est, est-ce que vous avez l'ambition de vous positionner comme partenaire sur Horizon Europe? Oui, pas en tant que partenaire, mais en tant que coordinateur, carrément. Oui, en tant que partenaire. Non, pas encore. Je sais pas, il faudrait qu'on en discute. Je dois faire un point, etc., avec mes référents Europe ou avec vous, etc., parce que je suis pas encore sûre de moi. Ou non, pas du tout. Alors, je vous laisse répondre, je vous laisse prendre quelques petites secondes. Ça va, on est bien dans les temps. Alors, je vois que pour la plupart des participants qui répondent, on est effectivement en fait dans un positionnement souhaité, en tout cas en tant que partenaire. Donc c'est très intéressant et c'est rassurant aussi pour nous parce que ça permet aussi de voir qu'effectivement vous êtes au bon endroit. Et sachez que de toute façon pour les coordinateurs, tout ce qui est dit dans ce webinaire est aussi valable en fait bien sûr si vous comptez monter un projet. Il faudra aller plus loin et je vous invite à vous inscrire peut-être dans les webinaires des autres parcours qui sont pour des profils un peu plus expérimentés. Vous aurez peut-être encore plus de conseils ciblés, précis, etc. Mais sachez que bon, tout le monde est au bon endroit. Et je vous propose de continuer avec la dernière partie de cette deuxième partie. Voilà, donc effectivement, que vous soyez coordinateur ou futur partenaire, il y a aussi une préparation administrative à faire. Donc, c'est évidemment peut-être pas le plus drôle, mais c'est vraiment nécessaire dans le sens où tous les documents maintenant sont dématérialisés sur la plateforme. On n'envoie plus, je veux dire, de papier en fait à la Commission européenne. On n'envoie pas son dossier de cette façon. Donc, c'est évidemment en ligne. Et du coup, il y a un portail des participants. Donc, vous avez l'adresse en dessous. Et du coup, il faut être enregistré avec un numéro PIC, ça s'appelle. Bon, retenez quand même, ça fera vos premiers noms de jargon. Numéro PIC, il faut avoir ça. C'est le numéro administratif qui va regrouper toutes vos informations sur le même portail. Ça vaut vraiment le coup de le faire avant la soumission du projet, d'être prêt en fait là-dessus, puisque le coordinateur, quand il vous intégrera dans le consortium, vous demandera ce numéro. Et grâce à ce numéro, on pourra retrouver toutes vos informations administratives. Et du coup, ça simplifie beaucoup les démarches. Avec ce numéro PIC, qu'il faut donc avoir, et vous l'aurez, ça je dois le dire aussi, vous l'aurez que pour une fois. Vous faites une fois pour toutes. Après, pour tous les projets européens, ce sera réalisé, il n'y aura plus besoin de le modifier. Donc évidemment, les habitués des projets européens, souvent c'est déjà fait, il y a déjà un numéro PIC. Vérifiez quand même que c'est toujours bien à jour, et notamment au niveau de la désignation des référents et des personnes contacts de la Commission européenne. Parce que vous imaginez bien que pour ce genre de portail, la Commission veut simplifier un petit peu les choses. Elle va avoir accès au coordinateur et seulement avec un contact de chaque partenaire pour limiter en fait les démarches administratives. Donc, chaque organisation doit désigner un référent interne qu'on appelle le LIR. Deuxième mot de jargon à apprendre. C'est vraiment le représentant désigné par votre organisation. Alors là, il faut fournir des papiers comme quoi vous êtes le référent ou quelqu'un est référent interne sur les projets européens. Et c'est cette personne-là qui pourra ensuite désigner les différents rôles des signataires. Puisque selon les organisations, évidemment, si vous êtes une PME, souvent c'est le chef d'entreprise qui a un petit peu tous les rôles, mais dans des organisations plus importantes, vous n'allez pas avoir la même personne signataire des rapports financiers, par exemple, que le représentant légal qui va engager la structure dans le projet européen. Donc tout ça, ça prend un peu de temps. Et pour certaines structures, soit il faut remettre à jour,
soit il faut vraiment faire la démarche. Et comme ça, vous êtes vraiment prêt. Vous avez votre profil, vous êtes prêt à y aller et vous ne faites pas perdre de temps quelque part au coordinateur qui, lui, aura besoin de ces éléments-là, en fait, assez rapidement, déjà au moment des négociations et du montage pour soumettre le projet. Toujours dans la même veine de se préparer au niveau administratif, si vous n'avez jamais vu, ça vaut le coup d'aller regarder quand même à quoi ressemble un template. Donc là, vous aurez le lien sur le template Horizon 2020. Il ne va pas énormément changer pour Horizon Europe. On n'a pas encore les templates, mais ça va rester quand même assez similaire. On a un nombre de pages en moyenne entre, on va dire, 30 et 70, selon un petit peu les projets. Il y a essentiellement 3 grandes rubriques à repérer. Il y a une partie excellence du projet, une partie impact du projet et une partie mise en œuvre qui va déterminer vraiment qui fait quoi dans le projet entre les différents partenaires. Après, il y a évidemment plein d'annexes et de choses à remplir, mais ça, c'est essentiellement pour le coordinateur. Parce que justement, en tant que partenaire, c'est pas vous qui allez remplir tout le template. C'est pas vous qui vous occupez de l'ensemble de la rédaction du projet. Mais vous devrez à coup sûr savoir dans quel work package vous allez agir. Donc, les work packages, c'est les lots de tâches qu'on définit, le qui fait quoi. Et vous devrez déterminer vos ressources, vos activités et votre budget global par rapport à ces work packages. Ce qui peut être intéressant également, c'est d'avoir déjà préparé en anglais une description de votre organisation qui va justifier le choix du consortium. Pourquoi ? Là, vous aurez fait votre profil pour déterminer pourquoi il faut vous emmener en fait dans ce type de projet. Le coordinateur va devoir décrire le consortium et expliquer pourquoi il a pris les meilleurs pour réaliser ce projet. Donc, il y aura forcément un moment donné où vous aurez une présentation à faire en tant que partenaire et du coup, il vaut mieux l'avoir préparé à l'avance. C'est pas du temps perdu, ça vous servira forcément dans les démarches après d'intégration dans un consortium. Pour ce faire, on vous propose également le webinaire du 23 février, où là, on va aller beaucoup plus dans le détail sur ces préparations administratives et pour vraiment bien caler le montage de son projet par rapport aux attentes d'Horizon. Ensuite, pour se faire aider concrètement, on va voir là dans cette partie, excusez-moi, quelle partie, à quel moment se faire aider, avec quel outil et par qui, et vous proposer une boîte à outils concrète par rapport à ces projets européens. On a commencé à répondre à quelques questions là-dedans déjà dans l'onglet, mais voilà, on va aller un peu plus dans le détail. Le premier réflexe, comme on vous l'a dit, c'est de contacter votre référent Europe de proximité dans votre structure, donc en fonction de votre région ou de votre appartenance à un pôle ou à une université, ou si vous n'avez pas d'appartenance, vous pouvez nous contacter en direct. On utilise souvent ce schéma-là pour expliquer en fait aux porteurs de projets de la région qu'on peut les accompagner sur de l'idée vraiment du projet, ce qu'on appelle la maturation, pour passer de l'idée au projet. On peut les accompagner également sur le montage, donc vraiment la rédaction, la construction du projet, et également sur la gestion et le suivi administratif pendant le projet. Pour cela, on a différents outils que je vais vous présenter juste après. On a des aides, on va dire, logistiques pour vous aider à passer vraiment, à comprendre, à trouver le bon appel, tout ce qu'on vous a décrit en fait aujourd'hui, et ce webinaire en fait partie. Pour le montage, là, on ne le voit pas aujourd'hui, mais sachez qu'il y a des aides financières, notamment pour ceux qui veulent être coordinateurs, donc il y en a une dizaine dans le sondage qu'on a vu tout à l'heure, pour avoir les moyens d'avoir un consultant qui va rédiger le projet. C'est essentiellement pour l'instant pour les chercheurs, mais il y a également la BPI qui peut financer la même typologie d'accès aux consultants pour les entreprises. Donc ça, on peut vous expliquer si vous montez le projet en tant que coordinateur ou en tout cas avec un côté très influent dans le projet. De la même façon, pour la gestion et le suivi, certains consortiums demandent à ces mêmes consultants spécialisés en projet européen de continuer à gérer le côté administratif. Donc, c'est possible également, c'est évidemment payant, mais ça peut permettre à des personnes qui gèrent pour la première fois ce type de projet de le faire avec les bons outils et de manière vraiment professionnelle, puisque c'est ce qui est attendu par la Commission européenne. Je repasse la parole à Alexandra. Merci, Émilie. Alors, au niveau de l'accompagnement traditionnel
par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, vous pourriez bénéficier de l'aide et de l'accompagnement à différents stades de votre projet. Donc, tout d'abord en phase de pré-montage, phase de montage, et aussi après l'acceptation de votre projet pour le suivi et la gestion de votre projet. Alors, notre conseil, ce serait de contacter votre référent Europe dans votre structure le plus en amont possible, parce que généralement, un projet européen ne se monte pas en une semaine, ne se monte pas en un mois. Ça serait plutôt la moyenne, en fait, ça serait plutôt de l'ordre de 3 mois. Voilà. Alors, au niveau du pré-montage, vous pourriez bénéficier de l'orientation par votre référent Europe et de la veille sur les appels susceptibles de vous intéresser, sur les appels ouverts, justement, parce que nous maîtrisons le calendrier de la sortie. Alors, aussi, une autre chose à faire, ça pourrait être de vérifier si le topic que vous avez trouvé, il est en adéquation avec l'idée du projet, donc, de votre projet. Voilà. Donc, tout ça, ça peut être fait bien en amont, avant le montage de votre projet. Alors, concernant la phase montage, vous pouvez bénéficier de l'accompagnement administratif, financier, juridique. Alors, concernant l'accompagnement administratif, il s'agit du renseignement de la partie administrative qui est en ligne. Alors, effectivement, tous les dépôts se font en ligne. Donc, n'hésitez pas à faire appel à votre référent Europe pour ça, parce que ça permet de vous économiser pas mal de temps. Alors, au niveau du coup de l'accompagnement financier, il s'agit de l'élaboration ensemble du budget pour votre équipe. Donc, en fait, il s'agit d'identifier vos besoins pour le projet en termes financiers, par exemple pour le recrutement, pour les missions, pour les fonctionnements, pour l'équipement, mais également de prévoir en fait les frais de gestion qui sont possibles dans les projets européens. De façon générale, les overheads sont de 25%. Voilà. Alors, au niveau juridique, vous pouvez bénéficier également d'un accompagnement juridique. Par exemple, si vous allez voir un partenaire et vous avez besoin de signer un accord de confidentialité, NDA, ou alors parce que vous avez besoin d'une lettre d'engagement. Donc, le topic, l'appel à projet vous demande une lettre d'engagement de votre établissement. Alors, juste pour préciser, cette lettre, elle doit être signée par le représentant légal de votre structure. Souvent, par exemple, pour les universités, il s'agit du président. Voilà. Et on va dire une chose assez importante qui pourrait sur laquelle on pourrait vous aider, c'est aussi l'écriture des sections du dossier, notamment la partie management, la partie impact, qui est très importante, et la partie gouvernance. Nous pouvons également relire votre dossier de candidature, le dossier scientifique, et donner des conseils de rédaction, mais également vous donner des éléments pour les parties transversaux, qui sont assez importants, qui sont importantes en fait, dans le dossier européen, par exemple éthique, genre ou politique européenne. Voilà, je passe la parole à Stéphanie. Oui, donc pour faire suite à ce que disait Alexandra, là, le projet, vous l'avez déposé avec le consortium et vous avez une réponse positive, donc vous rentrez en phase de négociation et ensuite phase de réalisation du projet. Et là, l'accompagnement se fait à une échelle, on va dire, institutionnelle, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir que vos référents Europe, par exemple, qui vont travailler vous accompagner sur tout ce qu'attend la Commission européenne en matière de reporting, de rapport, etc. Mais il y a vraiment un travail collégial de l'établissement avec des interfaces avec d'autres services, le service financier, le service ressources humaines pour les recrutements, etc., le service affaires juridiques pour les négociations des accords juridiques. Donc voilà, c'est vraiment un travail institutionnel. Et donc là, on vous accompagne sur cette partie administrative. Aussi au niveau financier, les gestionnaires de laboratoire vont faire des dépenses pour vous au niveau des consommables, des équipements, le personnel, etc. Mais il va y avoir des reporting, des rapports financiers à faire. Et donc là, il y a un lien avec les affaires financières pour établir ces rapports financiers. Au niveau juridique, pour rebondir sur ce que disait aussi Alexandra, donc en phase de montage, il y a les accords de confidentialité, mais ensuite, quand le projet est retenu et va démarrer, il y a l'accord de partenariat, autrement dit le consortium agreement, qui va être négocié avec l'ensemble des partenaires. Et donc là, il y a un soutien juridique, évidemment, avec des juristes pour vous accompagner sur cette phase-là. En cours de projet, il peut y avoir aussi des modifications de la convention de subvention, le Grant Agreement, qu'on appelle des avenants. Par exemple, là, le cas de la Covid-19 a entraîné un retard sur les travaux. On pouvait demander une extension de durée de projet sur les projets Horizon 2020, par exemple.
et également des questions de valorisation. Comment je peux exploiter mes résultats, comment je peux protéger tel résultat, est-ce que c'est de la copropriété? Voilà, donc là aussi, avec les chargés de valorisation, vous pouvez être accompagné sur ces questions-là. Et évidemment, sur le suivi administratif et scientifique, par les feuilles de temps, puisque si vous êtes impliqué en tant que personnel permanent d'une université, par exemple, sur un projet européen, vous allez devoir justifier votre temps sur le projet, donc au travers des feuilles de temps. Valoriser les résultats, donc ce qu'on disait, enfin ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport aux questions de valorisation, et évidemment toujours en respect avec les attentes de la Commission européenne, de l'Europe, à savoir l'accès libre aux publications. Donc les publications maintenant doivent être vraiment mises en accès libre. Le citoyen doit être capable de lire ce qui est issu de la recherche. Donc voilà, l'accès libre aux données. Donc quelles données? Comment je protège mes données auparavant? Est-ce que je mets tout en accès libre? Est-ce que je les pseudonymise? Est-ce que je les anonymise? Enfin, il y a des questions relatives à ça où vous pouvez être accompagné. Évidemment, l'intégrité scientifique, l'éthique, toutes ces questions-là. Donc je passe la parole à mes collègues. Et je reprends donc pour vous présenter deux autres outils qui pourraient vous être utiles dans cette phase de maturation de projet, de préparation administrative à être partenaire ou coordinateur. On travaille avec InnoLoop, c'est une start-up de Hauts-de-France, on est très content aussi pour ça. Ils ont développé un outil basé sur l'intelligence artificielle qui permet d'accélérer vraiment les recherches d'opportunités de financement européen adaptées au projet. Donc, ça part à partir de mots-clés, donc c'est en plus une gestion un petit peu sémantique, c'est-à-dire que si on met ferroviaire, ça va chercher aussi dans les projets sur le transport et ça va élargir en fait un petit peu les requêtes que l'on peut faire. On peut en plus enregistrer la veille sur les mots-clés si on n'a pas trouvé les appels pertinents tout de suite par rapport à votre idée de projet, on peut l'enregistrer, vous soyez alerté sur des financements adaptés à ce que vous pourriez avoir en tête. Et on peut accéder à la liste des appels à projets passés et de projets excellents déjà financés. Ça, c'est très important puisque quand on commence à monter un projet, il faut forcément faire l'état de l'art de ce qui a déjà été financé. On essaye même des fois de trouver des partenaires qui seraient soit en train de monter un nouveau projet dans le même domaine, soit de l'intégrer dans un consortium pour qu'il y ait une certaine continuité. Parce qu'évidemment, il faut se mettre de la place du point de vue financeur de l'Europe. Ils ont déjà financé un projet sur ce sujet-là. Ils veulent que les résultats puissent perdurer et quitte à refinancer un autre projet qui va aller plus loin. Mais il faut qu'on puisse montrer une continuité en fait un petit peu au niveau des projets. Donc cet outil-là, ça nous fait gagner beaucoup de temps pour s'y retrouver justement dans tous ces différents types de financements européens. Donc on peut chercher juste avec quelques mots-clés et on peut par la suite chercher avec carrément un résumé de projet. Et avec ce résumé de projet, valider même la pertinence de votre projet ou de votre idée de projet par rapport à un appel en cours. Donc cet outil-là, vous êtes accessible via vos référents Europe de la région, et gratuitement, je précise. On a également un autre outil qui s'appelle Entreprise Europe Network. Alors, ce n'est pas vraiment un outil, c'est un réseau européen d'experts dont je fais partie depuis de nombreuses années. Et donc, il y a même un sous-groupe d'experts projets européens dans Entreprise Europe Network. Ça nous permet vraiment d'aller beaucoup plus rapidement pour la recherche de partenaires européens. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question justement, comment trouver les coordinateurs, comment les identifier. Comme vous l'avez compris, tant qu'on est en montage, tout ça, c'est informel. Mais moi, donc le réseau européen Entreprise Europe, j'ai des collègues qui sont aussi en train d'aider des coordinateurs à monter actuellement des projets européens. Donc, on échange un petit peu entre nous et on rend visible des gens motivés pour y aller. Donc, c'est vraiment ce que le deuxième point, là, la visibilité au niveau européen. Si vous voulez souhaiter intégrer un consortium, vous faites votre profil, comme vous l'a expliqué Louise, vous montrez vos compétences et votre expertise, et nous, après, on vous aide à être visible par rapport à ces coordinateurs de projet. À l'inverse, si vous êtes coordinateur, à un moment donné, souvent, on commence à monter le projet avec un petit groupe de gens qu'on connaît déjà un petit peu. Voilà, il y a un petit peu un core group qui se dessine. Et quand on commence à regarder les work packages et les différents lots de tâches, on se rend compte qu'il manque certaines expertises ou certains partenaires pour que ça fasse vraiment un consortium équilibré.
À ce moment-là, nous, on peut intervenir également gratuitement pour chercher les partenaires manquants, et ce, dans toute l'Europe. Un exemple de ça, donc là, il y a un acteur des Hauts-de-France qui était sur un appel Green Deal, donc c'est les derniers appels sur l'environnement. En 2 semaines, on lui a trouvé 4 partenaires à intégrer dans son projet, grâce à nos collègues des différents pays. Donc, il y a eu la Suède, enfin voilà, différents vraiment pays, ça va très vite. Et en plus, c'est vraiment ciblé et pertinent. Donc, je pense que ça gagne beaucoup de temps pour un consortium d'utiliser ce type de service. On s'est également spécialisé dans les activités de réseautage, les événements, ce qu'on appelle maintenant les B2B. Donc, en fait, c'est des petits rendez-vous d'affaires entre coordinateurs et partenaires, ou même entre partenaires pour monter en fait des projets. Alors, avant d'aller sur ce type d'événement, qui se fait en plus beaucoup maintenant en ligne, avec les dernières, surtout depuis la dernière année, ou en présentiel au cours de salon, par exemple. Avant d'aller sur ce type d'événement, il faut vraiment être prêt, avoir fait son profil, savoir pertinemment quel topic, donc quel sujet on va viser, quelle expertise on va mettre dedans, notre expérience. Faut vraiment pré-mâcher un petit peu le travail après du coordinateur qui doit constituer en fait son consortium. Je repasse la parole à Louise pour la boîte à outils. Merci beaucoup, Émilie. Je vais aller très très vite pour bien laisser la place finalement aux questions. Sachez que voilà, on vous a mis ici dans la présentation que vous aurez à votre disposition un certain nombre de liens. Je reviens pas sur ceux qui sont tout à gauche, je vous les ai présentés au début dans l'introduction. C'est vraiment sur le détail du programme. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, je vous invite vraiment à aller consulter, à voir un petit peu qu'est-ce qui sera financé, les différents piliers, les différents types d'appels à projets, etc. Il y a également un guide des accompagnements en région. Donc c'est Émilie vous a déjà présenté deux outils, donc EEN et InnoLoop, mais il en existe d'autres en fonction de vos besoins, de votre profil, si vous êtes une entreprise, une université, etc. Et dans ce guide, en fait, on vous résume un petit peu justement l'ensemble de ces outils, de ces accompagnements dont vous pouvez disposer pour vous aider à monter votre projet ou à être partenaire. Enfin, vous trouverez également un lien vers le guide de montage de projets européens de recherche et d'innovation de l'Association des conseils en innovation, qui a été mise à jour par des membres du RERI, la région de France et HDFID pour le nouveau programme Horizon Europe. Et vous trouverez dans ce guide un certain nombre de choses, d'éléments très intéressants, que vous soyez partenaire ou coordinateur. Je vous invite, je vous propose de passer aux questions. Ah oui, non, excusez-moi. Une dernière chose, je vous invite à aller regarder, ce sont 3 témoignages de 3 porteurs de projets européens dans le cadre du précédent programme Horizon 2020, qui témoignent sur cette expérience, qu'est-ce que ça leur a apporté, comment ils ont été aidés pour monter leur projet, de quoi leur projet retourne, sans rentrer forcément dans les détails scientifiques ou techniques, mais de voir un petit peu les thématiques. Donc je vous invite vraiment à aller regarder. Ça vous permet aussi de prendre un peu plus la température de par ces témoignages qui sont voilà, je vous invite à aller les regarder. D'autres seront à venir en 2021. Vous avez ici nos contacts et je vous propose de passer aux questions. Sandra, est-ce que tu... Oui, ça y est, je suis connectée. D'accord. Désolée. Alors, nous avons essayé de répondre en direct aux questions sur le chat, mais certaines questions ont été assez récurrentes. Par exemple, est-ce que tous les calls vont sortir en même temps ou au fil de l'eau pour chaque cluster sur 2021 ? Qui souhaite répondre à cette question ?
Sandra, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui, je pense que la question était assez large sur la sortie des appels sur le portail du participant pour Horizon Europe, mais également sur l'articulation. Excusez-moi, j'ai un écho. Et en l'occurrence, sur l'articulation de est-ce que les calls sont repris dans les work programmes? Est-ce qu'on retrouve les topics aussi? Revenir sur l'arborescence du work programme et sa sortie. D'accord. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre parmi les intervenants? Sinon, je veux bien commencer à répondre. Alors, donc, ce que je peux dire, c'est que effectivement, sur ce point, pour l'instant, il y a, à ma connaissance, il n'y a aucun appel qui sont encore sortis pour le nouveau programme Horizon Europe. Ça, c'est une première chose. Il faut savoir que dans le cadre d'Horizon 2020, on parlait de, alors que je dise pas de bêtises, mais on était presque à 30 000 appels à projets, quelque chose comme ça, sur la durée du programme. Donc, ça paraît énorme et ça l'est d'ailleurs. Donc, c'est pour vous dire que bien sûr, les appels sortent au fil de l'eau, mais effectivement, ce qui est, la façon de faire, c'est que selon les piliers, les clusters, il y a des programmes de travail qui regroupent un ensemble d'appels à projets avec une stratégie, etc. Et ces programmes de travail sont couvrent une période de 2 ans. Donc vous avez ces programmes de travail qui sont des PDF concrètement, et vous avez la plateforme où vraiment sortent les appels à projets sur le lien qu'on vous a mis dans la présentation. Vous pouvez voir les appels qui sont ouverts, les appels qui sont fermés, etc. Et ça vous permet de trouver ces appels-là. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite compléter. Je voulais juste dire une chose en lien et après je vous laisse la parole. C'est simplement que, en fait, l'intérêt de contacter aussi vos référents Europe, c'est que pour la plupart, nous sommes dans des réseaux, ce qui nous permet d'avoir éventuellement accès à des brouillons, des drafts d'appels à projets avant leur sortie. Et ce qui permet, alors on ne peut pas bien sûr les diffuser de manière en ligne, massive, etc. Ça n'est pas possible. Par contre, sur des problématiques en bilatéral, si vous nous expliquez votre projet, etc., on peut tout à fait vous dire, bah voilà, nous on a identifié tel appel qui n'est pas encore sorti, qui n'est pas public, mais qui pourrait peut-être convenir à votre projet, et ce qui vous laisse le temps aussi de vous préparer bien en amont. Voilà, je laisse la parole à mes collègues. Alors, juste du coup, pour compléter, effectivement, je pense que j'ai pas été très claire, en fait, sur les programmes de travail. En fait, c'est les programmes de travail qui vont être publiés, qui vont sortir. En fait, c'est les programmes de travail qui regroupent les calls, qui regroupent les topics dedans. Donc, tout est publié au même moment. C'est-à-dire que d'ici mi-avril, il va y avoir, on n'a pas encore de date, si vous voulez, parce que ça a pris, en fait, le vote du budget pour Horizon Europe a pris pas mal de temps. Donc, en fait, si vous voulez, tous les calls, a priori, devraient être publiés mi-avril, tous les programmes de travail, si vous voulez. Mais on a déjà accès, enfin, n'hésitez pas à contacter votre référent Europe, parce que nous, en interne, on a déjà vu, en tout cas, du moins, les versions de travail, en fait, pour chaque work programme. Enfin, il y en a certains qui sont plus avancés que d'autres. On n'a pas de date à vous donner, malheureusement, voilà. Mais ça devrait sortir d'ici mi-avril, en tout cas. Voilà. Et après, on fera des infodés, justement, thématiques. Là, on se prépare au niveau de la méthodologie, mais après, vous aurez forcément les invitations, parce que vous avez suivi notre webinaire. Vous aurez vraiment les invitations pour des infodés thématiques. Et également, nous, au niveau d'Inoloop, on a intégré déjà aussi les drafts possibles, puisque là, c'est une utilisation en interne. Donc, on peut déjà rechercher sur des prochains drafts des appels qui pourraient vous intéresser. Une seconde question. Finalement, à vous écouter, ce programme n'est-il pas réservé aux universitaires? Moi, je parle plutôt, peut-être je vais parler côté entreprise, peut-être, Alexandra. Enfin, moi, je fais partie de l'Agence régionale d'innovation. On accompagne donc les chercheurs, mais également les entreprises sur ces aspects-là. Avec mes collègues, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et justement, la diversité des partenaires et des participants est recherchée
pour faire justement ces innovations collaboratives, il ne faut pas qu'il y ait que des chercheurs ou que des entreprises, etc. Donc, c'est vraiment une diversité qui est à mettre en cohérence aussi au niveau des territoires pour qu'on ait vraiment les meilleurs et que le produit puisse aller vraiment de l'idée, donc l'échelle TRL bas jusqu'à des TRL hauts et vraiment jusque sur le marché et que ça puisse avoir un impact sur la société et la société européenne et les citoyens européens. Ça va vraiment jusque-là. Une troisième question, comment trouver un coordinateur? Ça, je pense que Louise a répondu dans sa présentation. Oui, effectivement, en fait, pour trouver un coordinateur, je vais faire une réponse un peu, mais surtout la première phase importante avant de savoir effectivement comment trouver un coordinateur, c'est déjà de poser un peu son profil pour pouvoir ensuite le diffuser. Et ça, on peut tout à fait, vous pouvez prendre contact plus en fait avec HDFiD dans le cadre de EEN, mais les profils qui sont rédigés en fonction d'un appel où vous pouvez déjà commencer un profil un peu générique de votre structure. Il y a des choses qui reviendront dans tous les cas, ce qui est sûr. Et ensuite, vous pouvez l'adapter en fonction d'un appel à projet. Mais il existe différents canaux. J'avais parlé des points de contact nationaux au début de ma présentation, enfin de la présentation. Et effectivement, il existe des foires, enfin des échanges à ce niveau-là. Les PCN peuvent effectivement diffuser ce type de fiches de compétences, de profils, mais il en existe beaucoup d'autres. Il existe des brokerage events aussi, par exemple sur l'énergie, par exemple. Donc ça peut être en ligne et ou physique. Et finalement, des coordinateurs se connectent, des gens qui souhaitent se positionner en tant que partenaires, et c'est un espèce de matching comme ça qui se fait un peu comme une convention d'affaires. Voilà, il en existe vraiment beaucoup, donc c'est un peu difficile de vous répondre. C'est vraiment en fonction de votre projet, de votre profil et de l'appel à projet éventuel qu'on peut viser en fait. On a une bonne visibilité au niveau d'Entreprise Europe, justement, de tous ces événements de rendez-vous d'affaires pour contacter les coordinateurs. Donc, des fois, voilà, ils ne sont pas tous présents forcément dans ces B2B, mais c'est un outil. Et l'autre outil, c'est effectivement d'avoir le bon profil qui est un peu accrocheur hein, et qu'on le diffuse et via nos différents réseaux à tous là du RRI. Et du coup, on arrive à trouver, à identifier qui est en train de monter ce type de projet. Mais voilà, ça peut, dans votre propre réseau, vous pouvez aussi être au courant de personnes qui sont en train de monter de ce type de projet. Alors, je ne sais pas si on pose une autre question, peut-être. J'en avais noté une dernière, mais je pense qu'elle a été répondue en ligne. Mais comment peut-on se rapprocher de notre représentant à Bruxelles? Où peut-on trouver ce contact? Alors, oui, au niveau des représentants à Bruxelles, donc ce que je vous propose, c'est de voir, on peut faire une petite veille en bilatéral. N'hésitez pas à nous contacter, on pourra voir effectivement si votre structure a des représentants à Bruxelles. Sinon, moi, je vous invite enfin, je vais faire une réponse un peu banale, mais de vous tourner vers votre administration générale et de savoir si effectivement il existe un bureau de représentation à Bruxelles. Sinon, de toute façon, ce qui est également possible de faire, c'est de solliciter la mission auprès de l'Union européenne, la MU, de la région Hauts-de-France, qui est donc basée à Bruxelles et qui est vraiment voilà, qui est dans cet écosystème bruxellois, etc., et qui pourra aussi vous renseigner si vous n'avez pas de représentant à Bruxelles. Mais n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur ce point-là. En bilatéral, ce sera plus simple pour vous répondre.
Je viens de lancer aussi un petit sondage de satisfaction, si vous avez le temps d'y répondre avant que l'on termine. Ça nous permet aussi de savoir voilà, si ça a répondu à vos attentes. Également, donc j'avais envoyé un call to action avec un lien. Normalement, vous devriez avoir accès à la présentation PDF, mais je ne sais jamais si ça fonctionne. J'ai coché l'option, mais je ne sais pas si vous pouvez télécharger directement le PDF qu'on a présenté, qu'on va repartager en grand. Voilà. Je ne sais pas si j'ai l'impression qu'on a répondu quand même à l'ensemble des questions. J'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de questions. Peut-être la question sur le lire, j'ai peut-être pas été très claire, peut-être effectivement repréciser la réponse. C'est vrai que ça dépend vraiment des structures. Pour moi, c'est vraiment le référent projet européen. Donc, ça dépend, c'est pas forcément que le représentant légal. Et justement, c'est ça, quand il y a des grandes structures où on sait que le représentant légal, le président ou le directeur n'est pas tellement accessible ou ne parle pas vraiment bien anglais et ne va pas vraiment réagir aux mails de notification qu'il peut y avoir du participant portal qui, vous l'imaginez bien, ils ne sont pas vraiment des messages très faciles à comprendre. Vaut mieux que ça soit une personne un petit peu aguerrie sur les projets européens ou qui suive vraiment ça de près, en fait, au niveau du lire. Voilà, c'était mon conseil, mais effectivement, certaines structures, c'est le représentant légal. Alexandra, tu voulais préciser quelque chose là-dessus? Alors oui, totalement d'accord. Je suis désolée, en fait, j'ai pas réussi à répondre directement sur le chat, en fait, pour la fin de la réponse. En effet, en fait, ça dépend de la structure et c'est vraiment une organisation. Il n'y a pas une organisation générale, si vous voulez. C'est-à-dire que chaque structure décide de façon à agir. Par exemple, nous, à l'université, on a accès… Alors, effectivement, du coup, l'IR, c'est le président de l'université. Mais si vous voulez, c'est peut-être pas très officiel, mais on a on va dire les mots de passe, au fait, de la personne. Donc, en fait, on suit de toute façon derrière. En fait, si vous voulez, c'est le référent Europe, effectivement, qui fait le lien pour tout l'établissement. Voilà. Mais il n'y a pas une structure, c'est pas standardisé, si vous voulez. Voilà, ça dépend de votre structure. C'est votre structure, effectivement, si vous êtes une entreprise, c'est vous qui allez décider comment ça sera organisé. L'essentiel, c'est que ça soit, que tout soit fait à temps. Voilà. C'est que je passe la parole, du coup, s'il y a d'autres questions. Sandra, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Non, je pense qu'on je pense qu'on peut terminer là. On vous remercie vraiment beaucoup pour votre participation aujourd'hui, évidemment, également aux intervenantes qui ont été très claires, je pense, pour répondre à toutes les personnes qui se posaient ces questions-là. Donc, n'hésitez pas à suivre nos autres webinaires du parcours et on vous retrouve donc rapidement sur ces sujets. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup.